pensiez avoir terminé avec les sandbox et peut-être passer au Scratch.org. Je vais vous montrer le contraire. Donc on va rentrer dans les détails. Déjà, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Thomas Parezo. Je suis développeur Salesforce depuis maintenant 6-7 ans, surtout sur la partie core. Je suis aussi co-leader du développeur groupe à Paris, avec Fabien Taillon, justement, derrière vous. Et je travaille aujourd'hui pour DevFirst. J'ai ouvert ma société il y a 2 ans pour faire du consulting et des conseils en informatique. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être, dans un premier temps, je vous rappelle le contexte en général, le source tracking, qu'est-ce que c'est, les différences entre les Scratch.org et les sandbox, une petite démonstration, je conclurai, et après, je prendrai le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, dans le contexte, les Scratch.org sont sortis en 2018, ce qui est très bien pour faire un POC aujourd'hui. C'est très pratique aussi si vous êtes un ISV, donc un fournisseur d'App Exchange. C'est aussi très pratique dans le cas où vous souhaitez faire des POC rapides, donc créer votre Scratch.org et s'en débarrasser. Mais aujourd'hui, en projet, potentiellement, quand vous êtes déjà un client avec énormément de métadata, vous allez potentiellement utiliser une sandbox. Pour les projets finaux ou même pour les projets de maintenance, ça peut être beaucoup plus pratique que de devoir récupérer toutes les métadatas. Donc, si je reviens dans l'historique, on a commencé avec les sandbox. Moi, j'ai commencé en 2015. On n'était que des sandbox, ça n'existait pas encore les Scratch.org. On avait Maven's Mate comme IDE, il y avait Eclipse qu'on utilisait, la développeur console. On était encore sous Ant pour faire nos déploiements entre les différents environnements. Ensuite, on a eu l'arrivée des Scratch.org en 2019. Donc, on s'est lancé avec Fabien, à l'image justement qui sont présents. On s'est lancé dans le chantier de passer une org qui était ticket restaurant, d'essayer de la passer entièrement des sandbox vers la Scratch.org. C'est un chantier qui nous a pris environ 6 mois, qui a été très coûteux, mais je reviendrai plus dans les détails après. Au niveau des sandbox, on avait l'habitude d'utiliser Git. Maintenant, on utilise Git, plus SFDX, VS Code et l'intégration continue. Et dernièrement, il y a moins de 6 mois, est sorti Code Builder, qui vous permettra, si tout fonctionne bien, je pourrais vous faire une démo, qui permet de pouvoir coder de n'importe où aujourd'hui sans forcément devoir installer sa machine ou autre chose. Donc, le problème des Scratch.org, ce qu'on a rencontré, c'est que les métadatas ne sont pas forcément toutes disponibles. On a eu un problème avec certains layouts, ou par exemple les contracts status, où vous ne pouviez pas les livrer entre différentes orgs, parce que les métadatas n'étaient pas retrieve, donc c'était compliqué. Le Force Ignore, au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec énormément de métadatas. Les profils, on ne pouvait pas les récupérer avec les Scratch.org, c'est quasiment impossible. On a eu beaucoup de problèmes, les pages layout avec les différents packages. On avait des packages, je ne sais pas si vous connaissez BMC, c'est un gros package qui s'occupe du service ticket, du ticketing. Et en fait, ce package, à lui tout seul, prenait 1h30 d'installation. Donc, si vous voulez pouvoir installer ce package, ensuite lancer la création de vos Scratch.org, c'est-à-dire que vous ne commencez pas à travailler avant 2 heures. C'était très embêtant parce qu'il y avait beaucoup de métadatas. Donc, on était à 10 000, 8 000 métadatas. Donc, ça veut dire que pour créer la Scratch.org, ça prenait 45 minutes. Donc sur une équipe de 10 personnes le matin, le lundi matin, c'était compliqué de lancer. Et en cas d'erreur, le problème aussi, c'est qu'il faut recommencer toute la création de la Scratch.org. Et donc ça, ce qui est vraiment embêtant. La Scratch.org, il faut savoir comparer une sandbox à une date d'expiration. Vous pouvez la mettre maximum à 30 jours. Et donc ça aussi, bon, ça peut être bien, 30 jours, ça peut être suffisant, mais pour faire des POC, une journée, ça peut être suffisant. Bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mise en place des Scratch.org, c'est vraiment coûteux. Pourquoi? Parce que c'est plusieurs ressources. C'est une ressource à temps plein qui va devoir récupérer les métadatas, créer le repo, assurer la maintenance, s'assurer que tout fonctionne bien. Lorsque l'intégration continue ne marche plus, c'est vraiment voir, chercher la petite bête. Donc c'est très coûteux. Nous, je me rappelle, c'était 3 personnes à temps plein pendant 6 mois. Et encore, ça a été très compliqué. Pour les mises à jour aussi, attention, on a eu quelques régressions, c'est arrivé, des mises à jour SFDX. À un moment, ils ont changé leur façon de déploiement. On était sur du SOAP, ils sont passés sur du REST. Donc ça, c'était interne à SFDX, mais on a eu des problèmes là-dessus. Et donc ça a été très coûteux aussi. Et la maintenance des scripts, parce que plus votre repo va grandir, plus il va falloir justement gérer les données, faire des sandbox seeding, donc c'est très compliqué. Donc le source tracking, c'est quoi aujourd'hui? Vous l'avez peut-être entendu parler avec les Scratch.org, c'est arrivé donc en 2019. C'est ce qui permettait justement de directement récupérer. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, avant ce qu'on faisait, on avait souvent un fichier Excel. On va créer son champ, on va modifier la page layout, vous allez mettre dans un Excel, vous allez donner ça à votre release manager, il va exporter avec Ant. Donc c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'avec une seule commande, fini les retrieve, les deploy, plus ou moins, vous pouvez l'utiliser dans certains cas, mais le pull et le push permettent de récupérer toutes les métadatas que vous allez modifier. Je vais vous faire une démo tout à l'heure si ça fonctionne. Vous créez un champ, par exemple, automatiquement, le page layout, la permission set, va venir directement avec. Et le push, c'est quoi? C'est la même chose. Vous pouvez créer votre classe Apex, vous avez créé vos champs locaux, vous les envoyez directement sur votre sandbox. Et ça fonctionne bien aujourd'hui.
Les commandes qui sont très utiles justement aujourd'hui, que l'équipe de dev utilise quasiment tous les jours, sont celles-ci. Le force source status, qui va vous donner quels sont les métadatas qui sont modifiés en local ou sur votre sandbox. Vous allez avoir le source push, source pull, donc pour envoyer de la donnée ou la récupérer. Le tracking clear est vraiment bien parce que ça vous permet de faire un table rase, de remettre à zéro en fait entre votre sandbox et votre local. Parce que si se peut, de temps en temps, vous avez fait un test, tout ça, mais du coup vous avez changé votre log de tracking, donc c'est important de tout remettre à plat. Le tracking reset aussi fait la même fonctionnalité. Donc le reset, c'est pour faire votre local et la sandbox. Le clear ne fait que votre local. Donc ça dépend ce qu'on peut avoir besoin. Et attention, par contre, si vous utilisez encore le deploy ou le retrieve, ça casse du coup le pull et le push. Parce qu'aujourd'hui, ça casse en fait cette synchronisation. Aujourd'hui, pour activer la fonctionnalité de suivi, c'est simple. Vous allez sur votre production et vous allez dans Setup, dans Configuration et dans DevHub, vous tapez directement, vous allez avoir le suivi du tracking. Vous activez la fonctionnalité. Attention, on ne peut pas la désactiver, la fonctionnalité. Une fois activée, vous êtes obligé de la garder. Et ensuite, vous allez refresh vos sandbox à partir de ce moment-là et toutes vos sandbox vont avoir accès au tracking. Donc voilà, donc ça c'était les différentes sandbox qu'on avait. Donc pour créer une sandbox, c'est vrai que là j'ai été un peu vite. Pour créer une sandbox, vous allez directement dans le setup, vous allez taper sandbox dans votre barre de recherche et vous allez pouvoir ensuite créer une développeur sandbox, développeur org. Donc les différences aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. Les sandbox, vous récupérez l'ISO de votre production. Donc si vous avez beaucoup de packages, vous allez récupérer directement la totalité des métadatas. Pas besoin de recréer ça. La source de vérité aujourd'hui, il faut que ça soit un Git. Il faut utiliser Git pour être vraiment tranquille. Pourquoi? Parce que votre source de vérité, ce n'est plus comme avant où on utilisait la production, on refresh. Donc toutes les équipes devaient refresh après chaque mise en prod pour être sûr d'être ISO. Aujourd'hui, normalement avec Git, on s'en sort et tout le monde peut avoir la même version du code à un instant T. Il n'y a pas besoin de DevHub. Donc la DevHub, c'est quoi? C'est l'org de production qui vous permet de créer justement vos scratch org qui doit être lié. Non, aujourd'hui, on a notre production et c'est bon. Vous ne pouvez pas utiliser le tracking aujourd'hui avec les partiels et les fulls. Vous êtes obligé d'utiliser avec une developer org. Ça, vous n'avez pas le choix. Et le rafraîchissement de la sandbox, c'est plutôt séquentiel. Donc c'est là où c'est un peu l'avantage de la scratch org, c'est que vous pouvez lancer, il y a même des plugins qui vous permettent de faire des pools de sandbox, de pools de scratch org, pardon. On avait étudié cette faisabilité. En fait, vous avez des plugins qui vous permettent de votre équipe de créer 40 pools de scratch org, d'installer les packages la nuit pour essayer de les récupérer le lendemain. Mais encore une fois, c'est de la maintenance et des scripts. Alors qu'en fait, vos sandbox, vous, les Salesforce les fait souvent entre 1 et 5 heures, voire même plus rapidement, et avec Hyperforce qui arrive, peut-être, ça sera encore plus rapide. Enfin, on ne sait pas encore. Donc là, c'est dommage, vous ne voyez pas très bien, je suis navré, je pensais qu'on voyait mieux. Ça, aujourd'hui, c'est un exemple de méthodologie que nous avons mis en place, justement, pour essayer de développer chacun. Parce qu'aujourd'hui, chaque développeur ne va pas forcément refresh la sandbox à chaque fois. À chaque fois, donc c'est une sandbox par développeur. Chaque développeur doit avoir sa propre sandbox. Et en fait, à chaque fois, il va se connecter à sa sandbox. Il va aller créer sa branche pour faire un ticket, création de champ, modification de classe Apex ou autre chose. Il va reset le tracking en local pour être sûr. Ensuite, il va aller créer sa branche, donc le checkout, c'est là que vous voyez. Il va pouvoir modifier les métadatas soit en local, soit sur sa sandbox. Et ensuite, il va pouvoir donc tout packager, faire un guide. Il va git commit, il va ajouter toutes ces modifications, il va committer, il va push. Et ensuite, au moment où il va repartir sur la branche de développement, quand il va refaire le SFDX force push, pardon, les métadatas qu'il aura modifiés vont être ISO. Il va repartir à ce qu'il avait pris avant son développement à lui. Ce qui lui évite de forcément refresh à chaque fois sa sandbox. Pourquoi? Parce que du coup, develop, ce qu'on appelle develop, c'est le git, la source de vérité du Git en fait pour les développeurs, et à chaque fois on repart sur cette branche là tant qu'on n'est pas parti en production, parce que normalement après on va y revenir. Donc aussi il y avait des différents types de packages. Quand on travaille avec le tracking, avec les packages 2 et tout ça, vous allez avoir les unlock packages ou les manage packages. Souvent ce qu'on fait, c'est une scratch org. La scratch org va être liée donc à sa DevHub. Sa DevHub, si vous voulez faire des app exchange, vous avez de fortes chances, vous allez passer par ce qu'on appelle un managed package. Les managed packages, ce sont des packages dont vous ne verrez pas le code. Le code, il est entièrement caché. Vous allez pouvoir mettre donc obligatoirement un namespace dessus pour pouvoir justement l'éditer. Et vous allez avoir ce qu'on appelle aussi une notion de version. Sur les packages, vous allez promouvoir votre package et à chaque fois, ça va faire un incrémental dans les versions.
Et donc, vous allez pouvoir proposer ça à vos clients, par exemple, pour qu'ils installent ces packages-là. Donc, c'est très bien pour les devs ou même pour les admins. Les unlock packages, à la différence, ce sont des packages qui vont pouvoir, dont le code va être modifiable une fois livré. Donc, vous allez pouvoir donner, par exemple, si un jour, nous, on a eu cette problématique-là, on voulait vendre un code, mais on ne voulait pas garder la propriété, le développeur voulait encore pouvoir le modifier. Du coup, on a fait un unlock package, on leur a donné une URL, ils ont pu l'installer, et du coup, comme ça, ils peuvent modifier, ils ont encore le droit de modifier le code et d'avoir accès. Donc là, c'est un schéma aussi de développement que nous avons mis en place. Aujourd'hui, chaque développeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, va avoir sa Dev Sandbox. Il va faire son développement, il va ensuite l'envoyer sur ce qu'on appelle QA. Donc il va faire une pull request et il va l'envoyer en QA. Et si en QA, elle n'est pas validée, donc la qualification, donc souvent ça va être votre Git Master ou le Tech Lead qui va faire cette tâche-là de vérifier que le code est correct, qu'il y a les normes qui sont respectées. Dans le cas où c'est refusé, automatiquement le code va repartir en dev et ainsi de suite. Tant que cette boucle-là n'est pas faite, le code bloque un peu. Une fois que le Tech Lead ou le Git Master a validé la fonctionnalité, on va envoyer le code directement donc, dans l'environnement de recette et en parallèle dans l'environnement de pré-production. Donc l'avantage de l'environnement de recette, c'est que ça permet à vos métiers, à vos utilisateurs finaux de pouvoir tester la fonctionnalité avant la mise en production. Et la production, nous, on l'utilise énormément pour tout ce qui va être test de charge, pour être sûr que le volume sur certaines fonctionnalités tienne correctement. Nous avons aussi une autre instance qui est très pratique, c'est QA Release qu'on appelle, qui nous permet en fait de lancer toutes les 3 heures la totalité de nos tests unitaires. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que vos développeurs, ils ont chacun leur sandbox et en réalité, vous ne testez pas forcément, à part en recette, vous allez tester les fonctionnalités, mais vous pouvez avoir des classes de tests qui vont être en conflit. Et du coup, ce qui est bien, c'est d'avoir une intégration continue qui, dont toutes les 3 heures ou toutes les 2 heures, va lancer la totalité des classes de tests. Et comme ça, vous alertez s'il y a une erreur. Et ensuite, on passe à la mise en production à la fin du sprint. Donc ce modèle, nous l'utilisons pratiquement depuis 2 ou 3 ans maintenant. Ça tourne plutôt bien, nos mises en production fonctionnent plutôt bien et c'est vrai qu'on est assez rodé là-dessus. Donc je vais passer maintenant à la démonstration si tout fonctionne bien. Donc ce que je veux vous montrer, c'est un ticket. Donc là, au passage, j'en profite, je vous montre Code Builder, parce qu'aujourd'hui vous avez VS Code. Donc VS Code Builder, c'est quoi? C'est le nouvel outil proposé par Salesforce pour que vous puissiez développer n'importe où. Donc en fait, ça va être VS Code dans un navigateur. Donc le but d'avoir VS Code dans un navigateur, c'est que vous n'allez plus devoir installer SFDX, fini l'installation de Node.js, fini l'installation de Git, mais encore toutes les extensions ne sont pas prises en compte. Donc pour l'instant, c'est pas encore. Et vous avez le droit qu'à 20 heures d'utilisation pour le moment. Donc là, je le teste. Moi, je suis sur un iPad aujourd'hui, c'est pour ça que je fais mon test. J'espère que ça va fonctionner. Mon objectif, c'est qu'on a un besoin. J'ai besoin que sur un compte, on crée un nouveau champ. Voilà, mon ticket, c'est créer un nouveau champ. Je veux pouvoir savoir quels sont mes comptes qui sont VIP. Donc l'objectif va être de créer le champ, de le récupérer, donc créer le champ, l'ajouter à une permission set, l'ajouter sur la présentation de page de compte et de pouvoir faire un retrieve. Donc si ça veut se lancer, j'ai de la chance, sinon je vais faire autrement, je vous ai fait une petite vidéo. Donc ça met un peu de temps. Je ne sais pas si quelqu'un avait déjà entendu parler de Code Builder. Pas du tout, aujourd'hui. D'accord. Ouais, j'avoue que ça... Ouais, ça met un peu lent. Donc voilà, là vous avez Code Builder. Code Builder, c'est vraiment VS Code, mais je suis dans un navigateur, donc techniquement je pourrais l'utiliser avec mon iPhone. Je vais aller créer un champ donc sur l'objet compte. Donc je suis navré, j'utilise encore classique parce qu'il y a une... Elle est connectée à mon org de dev. Vous pouvez, alors, petit avantage de VS Code, Code Builder, c'est que vous allez l'installer, moi je l'ai installé sur ma production. Et depuis ma production, j'ai accès à tous les environnements que je veux. C'est vraiment comme VS Code, vous tapez vos lignes de commande, je vais pouvoir me connecter sur n'importe quel autre. Donc si vous arrivez chez un client, vous n'avez pas votre ordinateur sur vous, vous allez pouvoir lancer directement, vous connecter sur votre org, vous lancez VS Code, Code Builder encore une fois, et vous allez pouvoir débugger ou, s'il est nécessaire, faire des POC. Donc c'est plutôt pratique parce qu'on gagne du temps. Pour l'instant, on ne sait pas si la fonctionnalité sera gratuite ou pas, c'est le seul petit point embêtant. Donc je vais créer un nouveau champ. Pour l'instant, c'est embêtant encore. Donc très simple d'installation, par contre en 5 minutes c'est installé, c'est un package que vous allez installer directement sur votre prod et ça fonctionne. Alors, je vais... Pardon? Gratuit avec Salesforce, c'est pas... Non, là je suis pas sûr. Donc là moi je suis sur justement ce que j'ai appelé tout à l'heure mon org de développe, donc mon org de développement. Donc,
je récupère tout, j'ai pas besoin. Alors aussi, petite subtilité avec les sandbox, les scratch.org, parce que mais en général, aujourd'hui, n'utilisez plus les profils. Ce que je peux vous conseiller, c'est les profils. On a arrêté là depuis quelques temps. Utilisez vraiment les permission sets. Le but, donc là je dérive un petit peu, mais faire des permission set group, c'est une fonctionnalité qui est sortie, c'est des ensembles de permissions sous des ensembles de permissions. Vous allez avoir les permission set group et qui vont vous prendre. Je prends un exemple, vous créez un permission set group qui va s'appeler commercial, et en dessous vous allez pouvoir mettre le commercial qui s'occupe de tel BU, il a besoin de tel droit. Et ça vous permettra en fait de mieux gérer pour retrieve, pour pull et pour push. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les profils sont très mal gérés avec le pull et le push. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un fichier de profil. Le fichier de profil fait plus de 5000 lignes. Et le problème, si vous n'avez pas toutes les métadatas, c'est impossible de récupérer. Donc aujourd'hui, le contournement, c'est de créer des permission sets. Donc j'ai créé mon champ. Voilà, VIP, je l'ai rajouté. Je prends une permission set sur lequel je peux rajouter VIP. Voilà. Donc là, imaginez-vous, vous travaillez avec des admins. Donc là, j'ai demandé à mon admin, à mon dev ou admin, j'ai besoin de créer ce champ VIP, j'ai besoin que tu fasses un email template, j'ai besoin que tu fasses tout ça, j'ai pas le temps de m'en occuper. Par contre, je vais m'occuper du développement derrière. Donc il vient de créer la totalité sur son org de dev. Ensuite, la seule commande que vous avez à faire, c'est de récupérer directement ici. Donc, alors pour être sûr, vous allez pouvoir, donc l'avantage, vous avez accès au terminal. Depuis le terminal, on va pouvoir directement taper sfdx, force. Hop. Donc je vérifie, pardon, j'arrive pas à faire mon petit espace. Donc, aussi petit problème, on ne peut pas mettre à jour avec Code Builder. Je me suis aperçu de ça, la version est un peu. Donc vous voyez que là j'ai metadata. Donc je suis connecté sur mon org de prod avec un navigateur qui m'ouvre VS Code et qui pointe sur une autre org de développement. Et donc là j'ai bien toutes mes modifications qui sont listées. La commande ensuite à faire, c'est ce que vous pouvez faire si vous êtes dev la plupart du temps, c'est que vous allez créer une branche. Donc là je crée ma branche. Là, champ, je vais mettre VIP. Voilà. Une fois ma branche créée, je peux faire un sfdx force source et pull pour demander à ce que les métadatas viennent sur mon local. L'avantage de faire ça, c'est que je récupère depuis le serveur sur mon local. Si quelqu'un vient le modifier, la source de vérité devient vraiment en fait le repo et puis l'org comme on avait avant. Et voilà, j'ai pu récupérer la totalité de mes champs ici. Donc, si vous voyez maintenant, là, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire un ajout. J'ajoute ces nouvelles valeurs. Ah oui, je peux vous montrer, parce que même les admins peuvent utiliser Code Builder, c'est vrai. Et Code Builder, ce qui est très bien pour Git, c'est quelque chose qui est utilisable en ligne de commande, comme je vous ai montré avec le pull, le push, mais il faut aussi savoir que vous allez avoir le panel pour récupérer les métadatas directement avec la combinaison CTRL-SHIFT-P, vous allez avoir accès directement au pull et au push de cette façon-là. Donc vraiment, ce n'est pas un outil qui est que pour les développeurs. On a une de nos collègues qui a fait une démonstration ce matin, qui est une admin, qui aujourd'hui arrive à utiliser cet outil très bien. En moins de 4 heures, une demi-journée, elle a compris comment l'utiliser. Là, je vais vous montrer. Donc, je vais stage. Donc, ce qu'on appelle le stage, c'est que je vais valider les modifications que j'ai faites pour les inclure dans le repo. Donc là, j'ai l'ajout du champ VIP. Voilà. Je dis que je prends la totalité, que je veux tout prendre. Et voilà, donc là, c'est fait. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi, on m'a appelé, j'ai un bug de prod. J'ai un bug de prod, bon, ce champ, j'en ai plus besoin. Donc plutôt que de refresh votre sandbox pour être sûr, là, ce que je peux faire, c'est si je repars donc sur ma branche de développement, sur lequel, du coup, je n'avais pas, sur la branche de développement, je n'avais pas encore ces modifications-là. Hop. Si maintenant, je fais un for source et que je dis je push, normalement, il va devoir me supprimer ces différents champs. Hop, il déploie 3 valeurs. Donc là, c'est vrai que vous ne voyez pas très bien. Donc là, en gros, ici, ça a été le pull. J'ai dit, j'étais sur une branche de développement. J'ai créé ma branche à part. J'ai commit les champs.
Et du coup, maintenant, bon là, vous voyez pas très bien, mais il a vraiment supprimé mes champs. Les champs que j'avais sur mon org n'existent plus. Et donc, si vous faites ce scénario-là, vous n'avez plus besoin de refresh vos sandbox systématiquement. Et ça, c'est un vrai gain de temps, parce qu'en fait, si de temps en temps, 80% du temps, ça fonctionne. Il y a des cas où vous allez modifier des global pick list avec des pick lists en même temps. Et là, on va vous dire, désolé, je ne peux pas altérer cette metadata. Dans ce cas-là, ce qui est vrai, vous allez devoir refresh. Mais 80% du temps, modification d'email template, classe Apex, page layout, LWC, bah, ça vous permet d'avoir une sandbox qui n'est jamais refresh. Et Alima, témoin ici, a sa sandbox depuis bientôt 3 mois et elle n'a toujours pas refresh et pourtant tous les jours elle dev et elle est à jour, elle n'y a pas de régression. Donc je reviens à mon PowerPoint. Donc pour conclure, les scratch org, moi ce que je conseille de mon expérience, j'ai testé déjà de faire des ISV, j'ai une application sur le sport, j'ai d'autres applis en App Exchange que j'ai envie de faire et même plus tard. Je conseille vraiment le scratch org si vous avez un projet qui est vraiment tout neuf ou que vous devez installer sur plusieurs personnes. Si vous avez un projet, un client dont l'org est déjà créé, passez sur les sandbox. Et même aussi si votre client n'a pas vocation à faire un package qui doit être installé sur plusieurs pays ou passez aussi sur les sandbox. Parce que la mise en place est beaucoup plus rapide, la maintenance est quand même plus simple et donc c'est quand même un gain de temps et d'argent du coup pour votre client. Donc si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer des messages sur contact@devfirst.com. N'hésitez pas en tout cas, je suis disponible et je prendrai toujours plaisir à vous répondre. Et merci à vous en tout cas d'avoir écouté. Si vous avez des questions, je vous écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si j'étais clair. Sur la partie intégration continue, oui. Vous conseillez quoi? Vous conseillez quoi? Restez toujours, c'est le même modèle, les mêmes conseils s'appliquent aussi en intégration continue entre sandbox et scratch org? Oui. Alors oui et non, parce que sur la sandbox, sur la scratch org, on va avoir une création de la scratch org, on va essayer de push la totalité du repo. Il n'y a pas cette création de scratch org là. On a une seule qui va être la qualification et on ne déploie pas le repo. On fait une validation de ce qui a été déployé. Alors dans un cas, on crée la scratch org, on déployait la totalité du package, on supprimait la scratch org. Là, vraiment, on ne livre pas, on refresh par contre cette sandbox là à chaque mise en production. La qualification, il faut la refresh. Merci. Oui. Par rapport, par exemple, au cas où je travaille actuellement, donc là, nous avons une seule org qui est partagée par plusieurs filiales de la société. Donc, pour les sandbox, on est limité. Pour l'équipe de développeurs, une sandbox de développement, un sandbox PA. Et donc là, on est obligé de passer par les scratch org. Je ne sais pas s'il y a d'autres possibilités. Alors normalement, vous allez avoir la même limite, parce que vous pouvez créer 40 scratch org, ou vous pouvez créer normalement par défaut 40 sandbox. Comme j'ai dit, c'est pour l'org qu'il y a plusieurs, pour les clients, il y a plusieurs filiales, et donc, par exemple, il est sur plusieurs pays, et donc, par exemple, par local, il veut donner juste quelques scratch org. Donc, on ne pourrait pas avoir, par exemple, un sandbox, quelques sandbox, donc, dans leur, bon, c'est une contrainte, on ne peut pas avoir un sandbox par développeur, c'est ça la contrainte. Et du coup, aujourd'hui, vous arrivez à avoir une scratch org par développeur. Du coup, vous arrivez quand même à avoir ce modèle-là. On peut utiliser les scratch org, oui, on écrit les scratch org, c'est avec une limite de 30 jours. D'accord. Comme vous le dites, donc il y a beaucoup des étapes à faire, ça prend du temps, mais on est limité, donc là... C'est vrai que là, aujourd'hui, moi, le modèle que je vous ai présenté, on est obligé, un développeur, une sandbox, parce que demain, si vous travaillez sur la même page layout, même présentation de page, vous allez être en conflit. Et le tracking, le problème, quand vous allez reset le tracking, vous le resetez sur l'org en entier. C'est pas pour un utilisateur. Oui, vous allez vous marcher sur les pieds. C'est une contrainte du client et pas le choix. C'est embêtant. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est très clair. Eh bien, super. Merci beaucoup en tout cas. C'est une bonne fin de journée. Merci bien.